Merci. Donc j'espère que ça va fonctionner. Donc oui, là je vais donc vous parler un peu de certaines des applications donc que j'ai pu faire avec ces données. Mais c'est un point de vue très différent de celui qu'on vient d'entendre parce que je suis chercheur, je ne suis pas particulièrement statisticien, je me sers de statistiques, mais il y a une grande différence entre s'en servir comme un outil et puis vraiment être statisticien. Donc je ne suis pas statisticien. Je ne suis même pas économiste. Je suis dans l'école d'urbanisme et je suis géographe. Donc on peut se demander, eh bien, à quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'un géographe dans une école d'urbanisme qui n'est pas statisticien se sert de ces données? Ce qu'il faut savoir et ce qui semble pas être tout à fait compris par des gens qui sont derrière ces données, c'est que ces données ont un intérêt énorme pour des gens qui ne sont pas économistes et pas statisticiens. Et je pense qu'une fois qu'on a compris ça, la deuxième question, c'est comment faire pour que des gens comme moi, et je vais vous expliquer certaines des questions que je me pose, comment est-ce que je peux avoir accès à ces données pour poursuivre des recherches qui, comme vous le verrez, ont au moins un certain intérêt pour au moins les gens qui publient des revues. Donc, je commence. Moi, je viens de l'extérieur, donc les données d'entreprise, on a beaucoup parlé ce matin, bah, ce sont des microdonnées, donc pour moi, OK, c'est des données au niveau de l'entreprise, collectées justement, en fait, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement. On a parlé de ça tout à l'heure. Pour moi, c'est très important parce que je suis géographe, donc je veux savoir où les choses se passent. Or, l'entreprise n'est pas vraiment géolocalisée. On sait où est son siège social, on ne sait pas où se trouvent ces établissements. Il y a eu en 2005 une enquête au niveau des établissements qui a été suréchantillonnée au Québec et donc je vais vous en parler. Mais il faut aussi comprendre pour ceux qui forment ces données que ce n'est pas la fin du monde si l'enquête se fait au niveau de l'entreprise. Je suis capable, je ne suis quand même pas idiot, même si je ne suis pas statisticien, de faire une sélection donc des entreprises qui sont mono-établissements. Donc, je peux quand même retrouver de la géographie là-dedans et je suis capable de faire la sélection. Et quand j'en discute, on me dit ah mais c'est pas possible de faire de la géographie, c'est l'établissement. Je dis écoutez quand même, je comprends la différence. Et donc, il ne faut pas, parce que je suis géographe et non statisticien, penser que je ne suis pas capable de faire de la recherche. Et j'ai un peu l'impression parfois que je suis face à ce mur. Non, je ne suis pas économètre, non, je ne suis pas statisticien, mais je suis quand même capable de faire de la recherche. Et je comprends notamment, comme je suis géographe, la distinction entre l'entreprise et l'établissement. Alors, les données, il y a énormément de données au niveau de l'entreprise. Donc ça, c'est une liste. Évidemment, nous, on parle de l'enquête sur l'innovation et les stratégies d'entreprise. Euh, donc, c'est une enquête qui est menée environ tous les 3-4 ans. Alors, au début, on vient d'en parler, je passe dessus rapidement. C'était des enquêtes sur l'innovation. J'ai raté celui de 95 et c'est devenu, depuis 2009, le EISE ou le CIBS, comme on le dit. Et pour moi, là encore, comme chercheur, je dis, bah, il y a deux grands groupes de questions. Il y a des questions qui reproduisent ou alors qui sont très proches de ceux du manuel d'Oslo. Ça, c'est très important pour moi parce que je peux les comparer à d'autres études et je peux même, avec des collègues, et je vais vous donner un exemple, essayer donc de faire des rapprochements pour faire des comparaisons internationales. Donc, le fait qu'il y a ce cœur dans toutes ces enquêtes qui est quand même très semblable, sinon directement comparable aux questions donc du CIS européen, par exemple, c'est très important. Et je dirais que c'est quelque chose qui est un peu sous-exploité parce qu'il serait formidable de pouvoir reprendre ne serait-ce que les questions d'innovation depuis 1995 et remonter jusqu'en 2012, de faire une typologie régionale et de se dire ben, comment est-ce que l'innovation a pu varier sur donc cette longue période maintenant et quels sont on a beaucoup parlé du contexte industriel, du contexte stratégique, mais il y a aussi un contexte géographique. Et donc, ce serait un type de question qui serait très intéressant si on pouvait donc construire une base donc par panel. Simple. On n'est pas obligé d'avoir toutes les questions, mais sur des questions, si on veut, qui sont comparables. La taille de l'entreprise est relativement standard. Les questions d'innovation, au moins l'innovation technologique, sont restées très standards sur toute cette période. Donc, il y a des choses qu'on peut faire, même si ce n'est pas à la pointe. Et aujourd'hui, on a beaucoup parlé donc, de l'enquête de 2017. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a plein de choses à faire avec les vieilles enquêtes. Parce que je suis chercheur. Moi, si je ne suis pas en train de regarder la conjoncture économique actuelle, ça ne me gêne pas trop de ne pas être à jour en 2017, parce qu'il y a des questions théoriques, des questions fondamentales qu'on n'a pas encore réglées.
Et avec ces données, on pourrait commencer à les explorer si tant est qu'on avait un accès peut-être plus facile à des données plus anciennes, parce que je comprends tout à fait la nature stratégique de ces données. Je comprends tout à fait qu'il faille faire très attention avec des données d'entreprises, surtout récentes. En tant que chercheur encore, je comprends un peu moins pourquoi on est si frileux sur des données de 2012 ou de 2009. Je comprends tout à fait qu'il faut signer il faut que c'est confidentiel, évidemment, mais ne pas pouvoir y avoir accès de manière peut-être plus simple dans les centres d'accès aux données, c'est énorme pour un chercheur comme moi. Je suis un chercheur senior, je suis directeur de département. Je n'ai tout simplement pas le loisir de me déplacer 2 jours par semaine à Ottawa pour faire ce genre de données de recherche exploratoire. Et ce serait vraiment du loisir, parce que moi, ce qu'il me faut, c'est pouvoir venir ici, travailler de manière intense pendant 4 heures et retourner, donc faire mon administration l'après-midi. Et aussi, je dois avoir les mains sur ces données, parce que comme la recherche que je fais, c'est une recherche exploratoire, c'est une recherche théorique, je ne peux pas juste dire à mes étudiants, allez faire tourner des choses. Je dois comprendre ce qu'il y a dedans pour savoir quoi faire tourner. Et quand on est chercheur, ce type de recherche exploratoire, on doit mettre la main à la pâte. Vous connaissez bien les données, vous savez que les bases de données, ça s'apprivoise. Vous savez que on ne peut pas juste dire, bah, voilà un modèle standard, faites-le tourner, puis voilà les résultats. On sait tous que même si on a une idée en tête, une idée théoriquement solide, il faut faire tourner les données, il faut les triturer, il faut comprendre ce qu'il y a dedans, et petit à petit, on fait ressortir l'histoire. Pardon, parce qu'il voit mon dos. Je m'excuse. Donc, autrement dit, il y a une richesse énorme dans les plus anciennes bases qu'il faut exploiter. Et c'est pour ça que donc, je voulais souligner que ça remonte loin. Et aussi qu'il y a un cœur de question qui est comparable donc, dans le temps, parce que sont basés sur ce modèle d'Oslo, qui a évolué, qui a rajouté des choses, mais certaines donc, des approches restent quand même assez standardisées. Donc l'échantillonnage, on en a parlé, je ne vais pas beaucoup plus en parler. C'est bien au niveau de l'entreprise et pas de l'établissement, sauf pour les données québécoises de 2005. Le problème de la représentation géographique, comme j'ai dit, il y a deux. Quand on veut que ce soit représentatif géographiquement, c'est qu'on veut vraiment pouvoir dire ce qui se passe dans une région par rapport à d'autres. Ce qu'on oublie, c'est que les géographes, ils ne font pas que ça. Ils rentrent, et je vais vous donner des exemples, ils rentrent l'espace, la géographie dans leur modèle comme une variable, et donc on peut construire nos propres géographies. Et pour construire nos propres géographies, on doit avoir donc l'adresse ou le code postal de l'entreprise, mais évidemment, on ne va pas étudier des nombres trop petits, et évidemment, on ne va pas étudier l'entreprise à son adresse. Pourquoi on a besoin de ces adresses qui sont donc, évidemment confidentielles? C'est pour qu'on puisse classer les entreprises selon des théories géographiques que, évidemment, les gens qui préparent les données n'en sont pas conscients, parce que nous, évidemment, moi je passe ma vie à travailler dans la géographie, je comprends quelles sont les questions en géographie et je comprends comment on peut reclasser les entreprises selon certaines idées en géographie pour ensuite poser des questions, et je vais vous donner des exemples. L'autre chose donc qui, pour les données récentes, c'est qu'elles sont non pas coupables mais couplables à d'autres bases de données. Et donc ça, c'est quelque chose donc, qui pourrait être très intéressant. Mais moi, j'ai tendance plutôt à avoir besoin de la géographie pour pouvoir le coupler donc, à leur contexte géographique. Et donc, pour moi, c'est vraiment ça qui est important. Mais le fait de pouvoir les coupler à d'autres bases, évidemment, ça peut être très important pour des chercheurs. Alors, en gros, quel genre d'informations est-ce qu'on en tire? On en a un peu parlé, mais de manière un peu morcelée. Ben, voilà, en fait, comment moi je vois la chose. Il y a d'abord des questions sur l'innovation, produits, procédés, organisation interne, marketing. Et là-dessus, on se demande d'abord, est-ce que une innovation a été introduite? Où est-ce que cette innovation se situe par rapport au marché? Quels sont les obstacles à l'innovation qui ont été rencontrés? Quels sont les investissements liés à l'innovation? Donc, il y a toute une série de questions sur l'innovation que l'on retrouve en fait de manière très similaire dans d'autres questionnaires sur l'innovation. Il y a, bon, peut-être pas en 2012, mais dans la plupart de ces enquête, des questions sur les collaborations, avec qui vous avez collaboré, quelle est l'importance de ces collaborations. Ça, c'est très important et je vais y venir après lorsque je présente quelqu'un de mes résultats. Il y a aussi les sources d'informations. D'où tenez-vous les informations donc, qui servent notamment
à l'innovation. Les collaborations, les sources d'informations sont très importantes lorsqu'on s'intéresse à l'innovation ouverte. L'idée, c'est que l'innovation ne se passe pas que au sein de l'entreprise, elle se passe beaucoup dans les rapports que l'entreprise entretient avec l'extérieur. Donc, ces deux questions sont très importantes. Et vous allez voir que comprendre comment elle varie géographiquement, eh bien, c'est aussi une question qui est importante. Il y a sans doute d'autres questions auxquelles on peut s'adresser. Souvenez-vous que j'essaye de vous expliquer comment quelqu'un comme moi peut se servir de ces données. Il y a ensuite des questions sur les stratégies internes, donc de diverses sortes, achat, utilisation de diverses technologies, gestion de l'information, gestion du personnel, recherche et développement, et puis ce que j'appelle stratégie externe, mais peut-être que stratégie, ce n'est pas tout à fait le bon mot, les questions sur les marchés, importation, exportation, programme d'aide gouvernementale, achat et emploi à l'extérieur du Canada, relocalisation à l'extérieur du Canada, et ainsi de suite. Et donc, lorsqu'on rentre dans les stratégies, ça, ce sont des questions qui sont moins standards dans ce type de questionnaire et qui ont surtout été rajoutées, ou une bonne partie au moins, depuis 2009. Alors, un problème, mais j'ai déjà évoqué, c'est que ces données sont extrêmement riches, elles peuvent nous apprendre beaucoup, mais elles sont difficiles d'accès. Elles sont accessibles si on veut bien aller faire la recherche à Ottawa. Or, c'est vrai qu'on peut avoir peut-être des étudiants en doctorat qu'on peut envoyer là-bas, mais les étudiants en doctorat, ils ne savent pas vraiment quoi chercher. Eux, ils sont en phase d'apprentissage. Le problème, c'est que lorsque on a des questions qui sont à la pointe de la théorie, et certains étudiants peuvent en avoir aussi, mais certains vieux chercheurs peuvent en avoir aussi. Et lorsque on est un chercheur qui est un peu plus ancré dans son université, avec quand même des responsabilités, nous aussi, on a beaucoup d'autres choses à faire que vraiment juste faire nos analyses. Il est extrêmement important de pouvoir analyser les données, non pas nécessairement dans mon bureau, mais au moins dans la ville où je réside, parce que perdre 2 heures et demie ou 3 heures de voyage dans un sens, c'est 6 heures de travail, et simplement, je n'ai pas assez d'heures dans la semaine pour passer 6 heures dans les transports pour aller faire 5 heures d'analyse à Ottawa. Ce n'est pas raisonnable de penser que des chercheurs seniors puissent faire ce genre de déplacement. Et donc, je comprends la sensibilité des données, mais je pense qu'il faut au moins faire une différence entre les données récentes et les données plus anciennes. Mais peut-être que vous ne pouvez pas, mais je pense que là, vous vous tirez dans le pied parce que on passe à côté finalement de recherches qui peuvent positionner le Canada dans le monde de la recherche. Je vais vous montrer dans un moment comment on a contourné ça. Et en fait, c'est de faire des études avec des collègues espagnols et français. On va peut-être aller vers la Suède parce qu'on ne peut pas faire les recherches dont on a besoin au Canada. Or, les données existent et c'est très frustrant. Et c'est plus rapide pour moi d'essayer, donc, et c'est pas évident, via Internet, via téléphone, d'essayer d'expliquer à mes collègues, surtout ma collègue espagnole, qui est une collègue de management, donc elle n'est pas du tout géographe, de dire voilà un peu ce que j'aimerais bien faire au niveau de la géographie, mais c'est plus simple de faire ça que de travailler avec des données canadiennes, ce qui est vraiment dommage. Je comprends qu'il y a la volonté de les rendre accessibles, mais comme on vient de le voir, les modalités sont encore loin d'être définies. Alors là, je vais passer, je prendrai un peu plus de temps, je vais voir ce que j'aurai besoin de ce stylo, ok, à quelques exemples de recherche. Et donc, ces recherches sont toutes sur des données d'innovation au niveau de l'établissement, sauf pour les données, les données espagnoles et françaises, c'est au niveau de l'entreprise. Mais certaines donc ont été recherchées, ont été faites sur les données, l'enquête d'innovation de 2005, certaines sur le CIS français, d'autres avec le CIS espagnol, et certaines parce que, là encore, il est plus simple pour moi et mon collègue David Doloreux de faire nos propres enquêtes sur l'innovation que d'accéder aux données de StatCan. C'est quand même vous dire, c'est que nous, on écrit des CRSH et on essaye, et d'ailleurs on va en recommencer un dans quelques mois, et on arrive à coût de 30 ou de 40 000 $ d'enquêter 500, 700 entreprises. Mais c'est très dommage parce qu'on pourrait pas nécessairement poser, parce que nous, nos enquêtes sont un peu semblables à l'EISE, c'est-à-dire qu'il y a des questions standards qu'on reprend du manuel d'Oslo, et ensuite on rajoute donc des choses qui nous intéressent. Mais on pourrait aller tellement plus loin dans nos propres recherches si on avait déjà bien analysé ce qui existe déjà, et ensuite se dire, ah ben ok, maintenant ça on peut y répondre avec l'enquête de StatCan qui va toujours être meilleure que la nôtre. Et puis voilà des questions très précises et ciblées
que nous, on aurait besoin de faire dans nos propres enquêtes. Or, nos propres enquêtes, malheureusement, sont moins ciblées qu'on le voudrait, parce que là encore, on n'a pas la capacité de faire des analyses préalables et sans doute très intéressantes qu'on pourrait faire à partir donc des données. Alors, je vais vous expliquer 4 recherches que j'ai faites, mais aussi souligner quand même l'importance de... Il y a des recherches qui sont très différentes. Il y a des recherches qui sont très exploratoires et d'autres qui sont plus confirmatoires. Moi, j'ai tendance, je suis tombé là-dedans par hasard, mais à faire plutôt de la recherche exploratoire. C'est-à-dire, je regarde un peu ce qui se dit autour de moi, j'essaye de comprendre, et quand il y a quelque chose qui me chicote ou qui paraît illogique, je me dis, bah tiens, il faudrait que j'aille creuser ça de plus près. Donc, je ne suis pas en train de regarder est-ce que l'élasticité de telle ou telle chose varie de point ou de pointeux. Non, non, ce n'est pas ça que je fais. Moi, c'est de dire est-ce que les grandes théories aujourd'hui qui régissent comment on comprend l'innovation et son lien au territoire, parce que c'est quand même la plupart de ma recherche est là-dessus, est-ce que ces grandes théories, est-ce qu'elles sont valables parce que parfois il y a des questions qui n'ont tout simplement pas été posées. Et d'ailleurs, la première recherche que je présente, donc qui a été publiée en 2011 et qui a été menée entre 2008 et 2010, c'est sur la géographie de l'innovation. Et on partait d'un point, donc au début des années 2000, où on ne jurait presque que par les clusters spatiaux. C'est-à-dire que l'innovation se passait dans des territoires précis, il y avait des systèmes d'innovation régionalisés, et la politique publique, parce qu'il y a quand même beaucoup de liens avec la politique publique dans ce que je fais, la politique publique était en train donc d'essayer d'installer dans des régions, mais souvent des régions assez éloignées, des clusters, des groupes d'entreprises qui interagissaient. Moi, j'avais beaucoup voyagé dans ces régions. J'avais fait un grand projet sur le développement dans les régions périphériques fin des années 90, début des années 2000. Et je me disais, c'est pas vraiment comme ça. Il y a pas mal d'innovateurs dans les régions périphériques, mais ils ne sont pas dans des clusters spatiaux. D'ailleurs, ce serait presque une contradiction d'avoir un grand regroupement dans une région éloignée, parce que justement, les choses sont très dispersées dans ces régions. Par contre, ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait une variation très claire de l'activité économique lorsqu'on s'éloignait des métropoles. Alors je me dis, est-ce que c'est vrai pour l'innovation? Est-ce que finalement, l'innovation n'est peut-être pas liée aux caractéristiques vraiment du milieu local, mais est-ce que peut-être c'est plus lié à la distance par rapport aux grands centres et aux centres moyens? Donc, je vais un peu illustrer ça ici. Donc, ça, c'est la grande métropole. Ça, c'est la petite ville. Et voilà une série d'entreprises. Et chaque entreprise, la théorie donc, de l'époque disait, bah, tiens, cette entreprise est dans une région, celle-là est dans une autre région, ça c'est une région. Et donc, finalement, on disait, bah, cette région est innovante et bah, celle-là, elle ne l'est pas. Et donc, on va essayer de stimuler le milieu dans cette région. Moi, la question que j'avais, c'est est-ce que c'est peut-être pas une question de distance? Parce que plus on s'éloigne de la métropole, moins on a accès aux aéroports, aux universités, à la main-d'œuvre même. Et aussi, comme le Canada, finalement, là encore, ça venait de mes recherches antérieures et ma compréhension de la géographie économique, c'est de dire, bien, il y a les métropoles, donc Montréal, Québec et Ottawa-Gatineau, Ottawa-Hull, je veux dire, lorsqu'on parle du Québec. Mais il y a aussi des villes comme Rimouski, Saguenay, Sherbrooke, et donc il y avait donc des villes moyennes, et donc il y avait aussi des distances. Et donc la question c'était, eh bien, est-ce qu'il existe des données qui permettraient non pas juste de mettre des entreprises dans des régions, dans des blocs, mais de regarder la distance par rapport aux métropoles et comment pouvait varier leur innovation. Alors à l'époque, je faisais partie d'un grand comment dire, d'un grand regroupement de recherche et j'ai proposé donc cette approche et on m'a dit, ben non, tu rêves en couleur parce que tout se passe dans les clusters. J'ai dit non, je suis persuadé qu'il y a autre chose. Et finalement, on a durement négocié et on m'a donné un petit budget pour essayer d'avoir accès aux données de l'enquête de 2005. Ça, c'était un grand problème. Statistique Canada ne voulait pas que j'y ai accès
En partie parce que à l'époque, et je ne vais pas nommer de nom, ces questions dérangeaient parce qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient beaucoup mis donc qui avaient beaucoup misé sur les clusters. Alors moi, je venais avec un questionnement qui allait peut-être remettre ça en cause, mais comme le Québec avait suréchantillonné et en fait avait fait un recensement des PME, des entreprises manufacturières ici au Québec, j'ai pu avoir accès aux données québécoises, donc, et qui étaient aussi au niveau de l'établissement. Chaque établissement avait un code postal. Je sais quel est le code postal donc, au cœur de Montréal, je connais les codes postaux des entreprises. Donc ensuite, il est très simple pour moi de calculer la distance de chaque entreprise au cœur des métropoles et au cœur des petites villes. Et donc, j'ai mis toutes les métropoles ensemble. Je n'ai pas fait de distinction entre Québec, Montréal, Ottawa. J'ai dit quelle est la distance d'une entreprise vers une de ces très grandes villes et quelle est la distance de l'entreprise vers une ville moyenne, mais sans faire de distinction. Donc, vous comprenez bien qu'après que le codage ait été effectué, j'avais juste des distances et qui donc n'enfreignent en rien la confidentialité des entreprises, mais il fallait quand même que je fasse ce codage d'abord. Ensuite, donc, j'ai donc une équation, donc l'innovation, variable dichotomique, donc qui est fonction d'une série de contrôles, taille de l'entreprise, dépenses en R&D, nombre de personnel avec gradué, puis exportation, je pense, parce qu'il a fallu que je définisse les variables dont j'allais me servir avant donc de faire mes recherches. Donc, autrement dit, j'ai dû très rapidement poser le modèle. Or, sans doute, j'aurais pu mettre d'autres contrôles. Ensuite, il y avait distance à la métropole plus distance au carré à la métropole, distance à la petite ville plus distance au carré à la petite ville. Et pour bien contrôler cette idée de cluster, j'avais ensuite plus effets fixes locaux. Et les effets fixes, en fait, c'était une classification des entreprises selon s'ils étaient. Alors, je l'ai classé, j'avais une trentaine, 35 aires urbaines au Québec. Et ensuite, ils étaient aussi classés par les divisions de recensement. Donc, j'avais extrait des villes de leur division de recensement, parfois en faisant des agrégations. Et donc, j'avais après une centaine d'unités d'effets fixes locaux. Et alors, et ça, ce sont les résultats. Les résultats, ça, c'est pour l'innovation radicale, ça, c'est pour l'innovation plus incrémentale. Eh bien, on voit que, alors, la hauteur, parce que j'ai normalisé les coefficients pour présenter les résultats, donc la hauteur n'est pas trop importante, c'est la forme des courbes qui est importante. L'innovation radicale de procédés se passe très proche des centres des métropoles. Et puis, les entreprises ont moins tendance, ça c'est le odds ratio normalisé, ont moins tendance à innover, plus ils s'en éloignent, mais quand même, c'est une courbe qui s'aplatit. Donc, à partir d'une cinquantaine de kilomètres de la grande ville, il n'y a plus vraiment de différence. Les innovations de procédés plus radicaux, eux, ont lieu dans la grande banlieue. Là, le pic était à peu près à 35 ou 40 kilomètres des métropoles. Pour les innovations plus mineures, on voit que les innovations de produits mineurs ne sont pas en plein centre de la métropole, mais sont à peu près à une vingtaine, 15-20 kilomètres, donc c'est dans la moyenne banlieue. Que les innovations de procédés mineurs, il y a un premier tout petit pic qui est dans la grande banlieue, mais toute la partie donc, du Québec qui est entre les métropoles et les villes moyennes. Et ici, donc, afin d'illustrer ça, j'ai placé une ville moyenne à 150 km d'une métropole, ce qui correspond à peu près à Sherbrooke, à Shawinigan. Rimouski est un peu plus loin, est à 200 km. Mais donc, évidemment, pour avoir ces coefficients, il a fallu que je pose où sont mes villes. Et donc, il y a un pic d'innovation de procédés dans des villes plus moyennes au Québec. Et ces résultats résistent au contrôle et les effets fixes locaux ne sont pas significatifs. Donc, il y avait deux choses. D'abord, il y a un pattern de l'innovation qui est lié à la distance aux métropoles. Et en plus, ce n'est pas le pattern attendu, ce n'est pas un pattern qui est lié aux caractéristiques purement locales, parce que vraiment, c'est beaucoup mieux pris en compte par ces variables de distance que j'illustre ici.
L'autre chose quand même qui ressort de cette étude, parce que là, c'est des belles courbes et ce sont des coefficients significatifs que je présente. Par contre, l'ajout de la géographie, que ce soit les effets fixes ou que ce soit des distances, ajoute très peu au pouvoir explicatif du modèle. Autrement dit, ça nous permet un peu de mieux comprendre ce qui se passe, mais finalement, la géographie joue un rôle très petit. Ça encore, c'était quelque chose que les géographes ne voulaient pas entendre, mais finalement, il y a très peu, malgré la petite variation que je mets en évidence, il y a très peu, au fond, de variations géographiques dans l'innovation, ce qui nous amène bien loin de cette idée qu'il y a des hauts lieux donc d'innovation et des lieux où ça ne se passe pas. Évidemment, je parle de probabilité d'innover. Je parle ici, je prends la population d'entreprises existantes. Et lorsque j'ai regardé de plus près ce qui se passe au sein des secteurs, j'ai remarqué que pour les secteurs manufacturiers de haute technologie, en fait, les courbes étaient montantes. Il y avait moins de chances d'innover vers les métropoles et plus de chances d'innover en périphérie. Et on se dit, ah mais ça, c'est contre-intuitif, mais en fait, non. Parce que on peut être une entreprise high-tech un peu médiocre ou fait partie d'un supply chain sans être très innovant dans une métropole, mais si on fait partie de ces quelques secteurs high-tech et qu'on est bien loin de la grande ville, eh bien c'est en fait qu'on a réussi à survivre et c'est qu'on est très innovant. Donc en fait, une fois qu'on a regardé les résultats, on peut ensuite commencer à interpréter et justement, ce résultat contre-intuitif pour le manufacturier high-tech, où la probabilité d'innover était plus grande lorsqu'on s'éloigne de la ville, eh bien, ça correspond en fait à la survie. On est capable, on est seulement capable de survivre dans ces secteurs très de pointe en région lorsque finalement on est très bon. Bon, alors tout ça parce que en faisant jouer un peu la politique, en n'écoutant pas Strauss-Kahn, en forçant la porte, en jouant du coude dans le groupe de recherche sur les clusters dans lequel j'étais, j'ai pu finalement quand même avoir accès à ces données, mais au prix d'efforts considérables. C'est maintenant un papier qui est très hautement cité, qui est sorti dans le Regional Studies. Ce qui me désole, c'est que je suis certain qu'on a pu faire énormément plus et après cette expérience, je dis, ben, à moins que j'ai un accès un peu plus facile à ces données, je ne peux pas continuer. Ma vie n'est pas assez longue pour me battre tout le temps pour avoir accès à ces données. Mais ça, la raison pour laquelle j'insiste là-dessus, c'est qu'on peut sortir des choses nouvelles à partir de ces données, quand on a des questions nouvelles, mais quand aussi on nous prend au sérieux, et quand aussi on comprend que moi, ma question, elle vient de l'économie géographique. Je ne suis pas statisticien, je ne suis pas économiste, mais il y a quand même un monde en dehors de l'économie, de l'économétrie des statistiques, et que il y a sûrement moyen d'améliorer les modèles, d'améliorer les estimations et tout ça, mais parce que mon questionnement était fondamentalement théorique, j'avais une très forte base théorique, j'avais posé des hypothèses, et lorsqu'ensuite des résultats sortent, même si les modèles ne sont pas parfaits, ça donne quand même des résultats qui nous font réfléchir et ensuite qui nous permettent donc d'aller plus loin. Donc, une autre recherche que j'ai faite, alors ça, c'est sur des données que David et moi, on a collectées tout seul. Mais la raison pour laquelle je le présente, c'est pas trop pour le détail de ce qu'on a fait, mais c'est pour le principe. Le principe, c'est quoi? C'est qu'on avait donc, là aussi, on avait 400 entreprises qui étaient innovantes. On avait fait une enquête sur 800 entreprises manufacturières et on les avait classées donc en 4 catégories. Ici, ce sont celles qu'on appelait les innovateurs lents, dont les innovations reposaient principalement sur des informations tirées d'universités, de l'Internet, de centres de recherche publics. Et il se trouve qu'on avait aussi une variable de fréquence d'interaction avec donc leurs prestataires de services. Mais l'important, c'est qu'on a fait une classification. Et on a donc des innovateurs lents et de l'autre côté, des innovateurs rapides, ceux dont les informations, les innovations reposent plus sur des informations de marché et qui avaient une interaction plus fréquente avec leurs interlocuteurs. Les résultats, d'ailleurs, sont semblables, mais un peu moins marqués si on regarde que les interlocuteurs, enfin les sources d'information marché, non marché. Donc, autrement dit, même si on a pu faire une séparation plus nette en combinant à la fois fréquence d'interaction et le type de sources d'information, les résultats auraient été obtenus si on n'avait que les sources d'information. Donc, on a donc des innovateurs intermédiaires
qu'on a séparé parce qu'on n'avait pas d'hypothèse là-dessus. Notre hypothèse, c'était que plus on est loin d'une métropole, plus on va avoir tendance à être un innovateur lent, c'est-à-dire dont les innovations reposent sur des informations plus techniques que des informations marchandes et où les interactions avec les interlocuteurs étaient moins fréquentes. Il n'y a pas de différence entre le type et le nombre d'interlocuteurs, ça on a vérifié. Par contre, la fréquence d'interaction était moins grande lorsqu'on était plus éloigné. Donc on compare ces deux groupes. Et ensuite, bon, on n'avait pas le détail géographique que j'ai pu avoir avec l'enquête sur l'innovation de 2005. Donc, on a classé les informations, les entreprises, celles qui étaient de 0 à 20 km du centre d'une métropole, de 20 à 50, 50 à 130 et plus de 130. Et l'hypothèse, et ici, c'est le rapport des quotients de localisation, c'est un peu technique, mais en gros, c'est le rapport donc, des innovateurs rapides sur les innovateurs lents. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'indicateur. On voit que la présence des lents et des rapides est à peu près identique en centre-ville, qu'il y a une augmentation des innovateurs rapides en proportionnellement lorsqu'on s'éloigne des métropoles, jusqu'à ce point-là. Et ensuite, ça baisse de manière précipitée. Lorsqu'on est en région périphérique, c'est vraiment les innovateurs lents qui prédominent. Alors, cette augmentation, elle est due au fait que j'ai employé les quotients de localisation. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais il y a un effet de vase communicant. C'est que s'il y a un ratio très bas ici, il faut qu'ailleurs, il y ait des ratios très élevés. Je ne veux pas entrer dans la technique. Ce qui est vraiment important, c'est que notre hypothèse est avérée, c'est que ce qui caractérise les innovateurs dans les milieux plus éloignés, c'est qu'ils sont lents, moins de fréquences d'interaction et aussi moins d'informations de marché et plus d'informations tirées des universités, de l'Internet et des laboratoires publics. Bon, avec les données des enquêtes d'innovation, on pourrait effectuer des classifications un peu semblables et essayer de comprendre ce qui distingue les établissements selon leur contexte géographique. Et tout ça, ça rentre dans le débat sur l'open innovation. Il y a énormément d'intérêt ces jours-ci sur comment se déploie l'innovation ouverte, comment est-ce que les entreprises interagissent entre elles ou avec des organismes extérieurs pour innover. Nous, on a démontré deux choses. D'abord, qu'il y avait peu de variations géographiques, malgré ce que j'ai présenté dans mon premier, ma première recherche. Comme j'ai bien insisté, l'apport de la géographie, il y a des spatialisations, mais qui est très faible, pas très importante. Ce qui est vraiment intéressant et beaucoup plus marqué, c'est qu'il y a des comportements différents lorsque les établissements sont proches d'une métropole et sont éloignés. Ce sont des types de recherches qu'on pourrait et qu'on peut faire avec les données de l'enquête d'innovation. On classifie l'innovation ouverte selon des critères théoriques. Là, il se trouve qu'on avait certains critères, mais il y a de plus en plus maintenant, la question, c'est pas est-ce que c'est innovation ouverte, mais comment est-ce qu'elle se déploie. Et une fois qu'on a identifié des entreprises avec des stratégies d'innovation ouverte différentes, il y a plein de choses qu'on peut faire avec, mais une des choses qui m'intéresse, c'est de savoir comment ça varie dans l'espace. Et il y a clairement donc de la variation. Quelque chose que, évidemment, il faut un géographe non statisticien, mais qui s'intéresse à ce genre de choses, pour d'abord se poser la question et puis ensuite faire ces types d'analyses. Toutes mes analyses ne sont pas basées sur la géographie, et ça, c'est une analyse qu'on a fait sur le CIS espagnol avec Mercedes Rodriguez, David, avec qui je fais beaucoup de mes travaux, et moi-même. Alors là, vous ne voyez pas de manière très détaillée, mais ce qu'on a fait, ça, c'est donc une recherche qui est parue dans une revue de management, Technovation. Et là, il n'y a aucune géographie. Là, vraiment, c'était parce qu'à force de garder l'innovation ouverte, eh bien, on se pose des questions où peut-être la géographie ne rentre pas. Et ça, c'était, eh bien, il y a Lawson et Sauter ont écrit un papier en 2006 où ils disaient, écoutez, la variété d'interlocuteurs externes est très importante pour comprendre l'innovation. Nous, on a dit, OK, c'est bien, mais en fait, il y a différents types d'interlocuteurs. Et on a regardé les sources d'informations internes aux établissements, aux entreprises, je devrais dire, les sources marchandes, les sources liées à la recherche et les sources générales. Donc, dans chaque cas, il y avait 4 ou 5 items différents. Je ne me souviens pas exactement du nombre, il faudrait que je retourne voir.
Et on a dit, OK, est-ce que l'innovation donc varie selon la variété d'interlocuteurs, mais dans des sous-groupes? Et aussi, est-ce que ces sous-groupes agissent différemment sur les innovations qui sont juste des innovations moins radicales internes à l'entreprise par rapport aux innovations plus radicales qui sont nouvelles dans le marché? Et donc, on a publié ce papier et ce que on a vu qu'en fait, parce que ça, c'est un des modèles qu'on a présenté, on a ensuite subdivisé, parce que ça, c'est dans les services. On a les services à haute intensité en connaissances. On a ensuite subdivisé entre les services professionnels et les services techniques. Et on a vu que finalement, les différences étaient assez marquées entre ces deux sous-secteurs. Tout ça pour vous dire que ça, c'est vraiment, on se sert uniquement là de l'enquête sur l'innovation. C'est un type d'analyse qu'on pourrait très facilement faire au Canada si on avait accès aux données. Là encore, on arrive à publier quand même dans des bonnes revues. Donc, ce ne sont pas donc des recherches qui sont triviales dans la mesure où au moins ça intéresse certains éditeurs et puis certaines personnes qui voient les articles. Et là encore, il y a une certaine frustration de savoir qu'on est obligé d'aller en Espagne faire ce type d'analyse, alors qu'on pourrait très simplement le faire ici. C'est très simple. C'est vraiment toutes ces variables. On a la taille de l'entreprise, l'âge de l'entreprise, les exportations, est-ce qu'ils font partie d'un groupe ou pas? Est-ce qu'il y a eu justement un support de financement externe par le gouvernement? Est-ce qu'ils font de la recherche, de la R&D interne? Donc finalement, on a, oui, ça c'était une mesure donc des dépenses en innovation. Tous les types de variables dont on a parlé ce matin, eh bien, il suffit d'y avoir accès et de se poser une question moyennement intelligente pour quand même avoir des résultats qui sont intéressants. Et finalement, quelque chose qui vraiment a été sous-exploité à mon avis, au moins dans le domaine de la géographie, c'est la capacité de comparaison qu'on peut avoir. Ça, c'est un article qui est sorti il y a 2 ans avec un collègue de Bordeaux, Christophe Carincazo, et encore David et moi-même. Et ce qu'on a fait cette fois-ci, on a regardé que les entreprises de services et c'est là où on a dû faire la sélection parce que nous, notre propre enquête, là encore, c'est une enquête qu'on a faite, David et moi, sur les services à haute intensité de connaissances au Québec, était au niveau des établissements, alors que l'enquête sur l'innovation était ou est au niveau de l'entreprise. Donc, c'est là qu'on a sélectionné seulement les entreprises mono-établissements en France et qu'on a donc comparé aux entreprises mono-établissements parce qu'on avait quand même posé dans notre questionnaire à nos établissements, est-ce que vous faites partie d'un groupe? Donc, on a perdu à peu près 10% de notre échantillon parce que 10% faisaient partie d'un groupe, 90% n'en faisaient pas partie. Donc, on a plus ou moins pu contrôler pour cette question des établissements versus ces entreprises. Et ensuite, on s'est dit, bon, on a sélectionné des questions qui étaient assez semblables dans notre propre enquête et le CIS français, donc les sources d'information, les collaborations, est-ce qu'il y avait de la R&D interne ou externe? On avait aussi des variables sur l'achat d'équipements et de logiciels. Donc en fait, c'était un peu opportuniste parce qu'on a pris des questions qui se ressemblaient. Et puis certaines questions qui ont été intéressantes, on n'a pas pu les inclure parce que là encore, c'était notre propre enquête. On n'avait peut-être pas tout à fait utilisé les bons mots. On s'est dit non, ça ne marchera pas. Donc on a essayé de rester, même sur les questions d'innovation, on est resté plutôt ici sur des innovations de type produits ou nouveaux services, parce que les questions managériales, on les avait posées un peu différemment. Donc, on a quand même pas mal restreint notre analyse. Tout ça pour avoir ensuite une série de variables qui décrivaient les stratégies d'innovation des entreprises ou des entreprises ou des établissements de services, je devrais dire, en France et au Québec. Et ensuite, on a séparément fait d'abord une analyse factorielle et ensuite une analyse de cluster pour essayer donc de classer les stratégies. La première question, c'est finalement, est-ce que les entreprises de services dans les deux pays emploient des stratégies semblables? Est-ce qu'ils combinent les mêmes activités pour en arriver à l'innovation? On a vu qu'il se trouve, et ça c'est un hasard, qu'on a trouvé à peu près 5 stratégies dans les deux cas. Parmi ces 5 stratégies, 3 se ressemblaient
c'était pas à l'identique, mais elles étaient très proches. Et deux étaient très différentes. Donc ici, on avait donc les stratégies qui se ressemblaient. En France et au Québec, il y avait des entreprises qui n'avaient aucune stratégie, qui ne faisaient pas grand-chose. D'autres qui étaient plus axées sur des sources générales d'information et de collaboration, et d'autres sur des sources institutionnelles. Donc là, je résume, évidemment, les stratégies sont plus complexes que ça. Mais ensuite, on avait des stratégies différentes. Au Québec, on avait une stratégie qui était axée sur la formation et l'achat de logiciels, et une autre, c'était une stratégie vraiment multisource. Alors qu'en France, on avait une stratégie qui était vraiment axée sur la R&D interne et l'autre sur la R&D externe. Donc ça, c'était des stratégies qui ne se reproduisaient pas. Et ensuite, on a, donc ça c'est la première chose, c'était intéressant déjà. Certaines stratégies se ressemblent, mais il y a quand même des stratégies qui sont différentes dans les deux cas. Et ensuite, on a décliné ça de manière géographique. Là encore, c'est très problématique parce que nous, on avait des codes postaux de nos entreprises, mais en France, dans l'accès à distance, ils n'avaient que le département. Donc, le département, c'était trop vague pour nous, mais on a classé les départements en Île-de-France, donc ça, c'est la métropole française. Les autres départements dans lesquels il y avait une métropole de type Lyon, Marseille. Ensuite, des départements dans lesquels il y avait une grande aire urbaine, donc ça, c'est la coche en dessous des métropoles, et puis tous les autres départements, alors qu'au Québec, on avait Montréal et le périmétropolitain, la ville de Québec, les villes périphériques et le rural périphérique. Donc, ce n'est pas exactement comparable, mais c'est le mieux qu'on ait pu faire. Et ensuite, on voit qu'il y a certaines stratégies qui ont à peu près le même patron géographique et d'autres, en fait, dont le patron géographique est très différent. Dans ce papier, on a fait cet exercice, mais le but du papier, c'est de montrer le potentiel de comparaison. Et vraiment, c'était un papier qui était plus axé sur la méthode et les challenges qu'on a eu à faire cette comparaison, plutôt que les résultats sont intéressants, mais évidemment, on voudrait aller plus loin. Une chose qu'on aimerait faire, c'est d'avoir accès aux données canadiennes pour refaire une comparaison, mais sur des données qui sont quand même plus comparables que celles qu'on avait. Donc, voilà donc 4 survol très rapide, aperçu très rapide donc, de ce que j'ai pu faire. Les conclusions, c'est que les données des enquêtes sur l'innovation et la stratégie d'entreprise permettent d'explorer des questions de recherche importantes. Je suis certain qu'il y a beaucoup d'autres chercheurs qui, en réfléchissant à ces données, trouveraient des choses à faire. Moi, je vous ai montré ce qu'un géographe économique peut trouver à faire avec ces données. Sur la géographie d'innovation, sur beaucoup de facettes de l'innovation ouverte, sur des comparaisons entre pays, je l'ai mentionné tout à l'heure, des comparaisons dans le temps seraient vraiment très intéressantes aussi. Elles permettent aussi de publier. Donc, moi, je suis chercheur, ça fait quand même partie de ma job et j'ai aucun problème donc à publier dans des très bonnes revues avec ce type de données. L'accès à ces données est quand même plus simple. Évidemment, c'est contrôlé et normé en France et en Espagne, mais mes collègues ont quand même accès à ces données sur leur ordinateur. Donc, non pas sur le disque dur de leur ordinateur. Je sais qu'en France, en Espagne, je ne connais pas les modalités, mais en France, il y a un petit gadget, il faut mettre son doigt dessus, c'est lecture de l'empreinte digitale. C'est ça. Et ensuite, donc, on peut faire des analyses, mais quand même, mon collègue n'était pas obligé de quitter Bordeaux, ni même son laboratoire pour faire ces analyses, ce qui a fait qu'on a pu le faire. Et puis David et moi, sur nos propres données, on peut aussi le faire donc à partir de nos bureaux. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à faire de la recherche lorsqu'on est chercheur senior. Et je pense que c'est important de se souvenir de ça. C'est que ces recherches, soit ce ne sont que des jeunes qui ont sans doute des bonnes idées qui font de la recherche, mais si on veut que les chercheurs seniors vraiment fassent ce type de recherche, il faut absolument que vous ne leur demandiez pas de passer 6 heures par jour dans les transports ou de passer des nuits à Ottawa, parce que tout comme à StatCan, je suis sûr que vous avez des choses à faire, bien nous aussi on a des choses à faire. Et il est extrêmement dommage que cela vraiment empêche donc de la recherche innovante à avoir lieu. Donc il faut qu'on commence vraiment à pleinement exploiter ces données au Canada. Je sais que StatCan fait beaucoup d'efforts, et puis je vous supplie d'arriver à une solution. Merci beaucoup.